I think the monster and various fears associated with this has been with us since prehistoric times. There were real monsters. There were mammoths, saber-toothed tigers, one thing or another was really dangerous. And in the dark, you didn't want to go out in the dark because you couldn't see them to protect you. As a matter of fact, the first narrative ever written in the English language, Saxon, was Beowulf, which was about a monster. So I think that fear of the monster that operates particularly at night and has powers that we don't have has been with us since before civilization. So I think what we see today with sort of science fiction monsters is simply the newest interpretation of monster myth. I'm a part of a generation that has come to be known as monster kids. We were kids who grew up in the 50s, largely, and 60s, when monster movies were on TV. In the 50s, it was a great time to be a kid because the whole culture was rather child-oriented. It was baby boomers that were having kids, and TV was being introduced, and there were Saturday matinees where you could go for a quarter and see 2 features and 10 cartoons and a serial chapter. I was a child of the double feature. The whole idea of going to see only one movie was somehow strange to me. And I was quite addicted to this, and I would go on Saturday, I would go on Sunday. I spent most of my time at the movies. And so it became, I guess, an obsession. Alors, je sais pas si j'ai un monstre favori, mais forcément, ce qui vient à l'esprit, tout de suite, c'est une certaine innocence, un côté presque enfantin du cinéma, avec toutes les productions des années 50, 60, productions notamment de science-fiction de l'époque, avec la créature du lagon, ce genre de choses, quoi. Donc un côté un petit peu caoutchouteux, un peu carton-pâte, qui est un peu kitschouille, mais qui provoque vraiment un gros attachement. C'est le genre de choses qu'on découvre quand on est ado, à la jonction un petit peu de l'enfance et de l'adolescence. I am Dracula. I remember very vividly seeing Frankenstein, Bride of Frankenstein, Dracula, The Wolfman, all the basic Universal horror films playing on television. For the first time, we had only heard about these films. They were mythology to us that we didn't know. And then suddenly they were available at 11:15 at night, and there they were. Les monstres du studio Universal dans les années 1930, donc. The Mummy. Is it dead or alive? Ce sont les premiers, en fait, à faire des monstres, des stars, vraiment. Les acteurs qui jouent les monstres, ça va devenir eux les stars. Bela Lugosi pour Dracula, Boris Karloff pour Frankenstein, Claude Rains pour L'Homme Invisible, tout ça. It's alive! It's alive! It's alive! I loved Frankenstein because of the fact the monster was so fearsome, yet at the same time, you felt sympathy for him. Frankenstein, c'est un des mythes modernes les plus forts, mais le titre du roman de Mary Shelley, c'était Frankenstein ou le Prométhée moderne. Donc là, il y a une liaison directe et évidente avec le mythe antique de Prométhée. Mais en même temps, c'est l'incarnation directe des peurs liées au développement de la science, au rapport qu'ont les scientifiques à la vie, à ce qu'ils découvrent sur le phénomène de la vie. Ça préfigure déjà évidemment les robots, les intelligences artificielles, tout ça. Avec un personnage comme Frankenstein, c'est magnifique parce qu'il y a vraiment un pont entre l'Antiquité et le futur, quoi, carrément. Quoi. C'est intéressant la Hammer parce que c'est cette compagnie anglaise
pour ainsi dire, repris l'héritage du studio Universal en couleur, avec beaucoup plus de violence, beaucoup plus de sang, une mise en scène aussi beaucoup plus dynamique. Et donc le spectacle va devenir de plus en plus viscéral pour le spectateur. It's funny because my favorite monsters were always the ones from the low-budget B movies, like Hideous Sun Demon or Monster from Piedra Blancas. It was always the cheap monsters that appealed to me. I always loved movies like The Raven. Into the ominous mystery of a master magician's evil castle. With Bela Lugosi and Boris Karloff and The Black Cat. Those are the films, but they're not really monsters, but they're monsters inside of people. It's not that it's better then than it is now. It was just different. From Joe Dante, director of Gremlins. You see what he's putting back? The showmanship. The bombs are falling! You think this is some kind of picnic for me? I'm still concerned about that bomb thing. I was the age of the kid in the movie when the Cuban Missile Crisis happened, and I didn't live in Key West. I lived in New Jersey. I did not have a horrible filmmaker come to my neighborhood, unfortunately. But everything else about that society, the drills, the air raids, the fear that when a plane flew over it had a bomb in it, is all real. I hadn't really seen that on screen the way that I felt when I was a kid. We were very paranoid. And the whole society was rather paranoid in the 50s. Exposed to radiation simultaneously, the result would be terrible indeed. For the result would be Mant. Nobody was making giant bug movies in 1962. I mean, we took a little bit of license there. But he's also, you know, Roger Corman. He's also David Friedman, the guy who would take his films around and, you know, with a guest lecturer. There's a whole bunch of guys who were kind of doing that. I try to be as original as I can, but you can't be completely original all the time. You have to be aware of what has gone before. I think Picasso once said, if an artist can take all that has gone before and add one tiny bit to it, that is a full career for an artist. So I say I've taken what has gone before and added that small amount to it. L'importance majeure de Roger Corman dans l'histoire du cinéma, c'est d'avoir été en gros le pape de la série B, quoi. C'est quelqu'un qui, au-delà de ça, va faire du film de monstre, et du film fantastique en général, un véritable produit de consommation courante et produit de manière industrielle. Cette femme est autre chose qu'un humain. On voit que Roger Corman a véritablement préfiguré le succès de la pop culture actuelle, quoi, dans le cinéma de divertissement. C'est qu'il a formé tous les grands réalisateurs qui ont percé à partir des années 80-90, hein, comme Joe Dante, comme James Cameron, des gens comme Jonathan Demme, même Martin Scorsese, même s'il est Martin Scorsese, il est un peu à part de gens comme Dante ou Cameron. C'est forcément quelqu'un de très important dans l'histoire du cinéma américain, parce que s'il n'avait pas été là, peut-être que le cinéma américain des 30 dernières années n'aurait pas eu le même visage, quoi. Alors, en général, les monstres qui sont en fait des déformations animales, que ce soit des animaux normaux mais géants, que ce soit pour le coup King Kong ou Jurassic Park, quand l'homme tente de contrôler totalement la nature, il se heurte toujours à un gros mur. Ouais, je pense que Kong, ça a été le premier vraiment, et qui a aussi à ce point popularisé la figure du monstre romantique. Le truc, c'est que Schoedsack et Cooper, quand ils ont créé King Kong, ils allaient eux-mêmes faire des documentaires à Sumatra et autres. Et donc, je pense que c'est une métaphore de la grande aventure et de la grande dépression telle qu'ils l'ont vécu eux. Quelque part, il est le prisme du symbole d'une crise économique terrible à la fin des années 20, début des années 30. La chose la plus extraordinaire,
la ramener chez nous pour pouvoir nous sortir de là et oublier le marasme économique dans lequel était l'Amérique à cette époque. King Kong, c'est le monstre, l'animalité du monstre, mais qui est confronté à la ville, à la civilisation moderne. Et c'est ce choc justement entre la part d'animalité de notre monde et ce développement fulgurant du progrès qui entraîne un drame digne d'une tragédie antique, quoi. Wild, weird, wonderful. The stuff for which movies were made. Dans le Schoedsack & Cooper, King Kong, tu as de l'empathie pour la bête parce que les hommes sont obligés de la tuer parce qu'elle est hors de contrôle, mais il est beaucoup plus sombre, le Schoedsack & Cooper, que le Peter Jackson. Peter Jackson, le singe, à un moment donné, devient humain quand il est aux États-Unis. En fait, quand il le ramène, il s'humanise vachement à son contact et il est en panique. Et je trouve que Jackson a très bien traduit cette animalité chez la bête parce que c'est une bête traquée. Il est un peu Spielbergien sur le dernier acte, là où Schoedsack & Cooper sont très nihilistes en fait. Leur film est beaucoup plus sombre et quelque part c'est une démarche que je préfère. Et je trouve qu'on n'a pas retrouvé un Kong nihiliste tel que pouvait l'être le Schoedsack & Cooper. Le roi du kaiju, c'est tout simplement Godzilla. C'est le plus connu, le plus emblématique, et c'était aussi le premier. Godzilla, king of the monsters. Alors le background, c'était la Seconde Guerre mondiale. Le film de Honda est très largement poétisé autour de ce sujet. L'image du monstre au Japon est assez différente en fait de l'image occidentale. Le monstre n'est pas forcément quelque chose de négatif. En fait, c'est pas forcément une créature meurtrière qui veut tout ravager. En fait, on voit plus comme une force de la nature. Et donc, il peut être aussi positif. D'ailleurs, Godzilla n'est pas forcément vu comme juste un gros dinosaure cracheur de laser qui casse tout. Il est là pour une raison, en fait. Godzilla, king of the monsters. Fantastic beyond comprehension. Gripping beyond compare. Astounding beyond belief. The mightiest monster of them all. See Godzilla. Le premier film, Godzilla, est un film, un vrai film d'horreur, avec des scènes terrifiantes, avec notamment toute cette métaphore autour de l'apocalypse atomique qu'avait vécu le Japon. Enfin, il y a des scènes horribles avec les survivants dans les hôpitaux, en train de mourir, les enfants, tout ça et tout. C'est un vrai film d'horreur, le premier Godzilla. Et pourtant, le monstre va devenir tellement populaire, il va même franchir, ce qui était assez rare à l'époque, il va franchir les limites culturelles du Japon. Et du coup, le monstre va devenir de plus en plus gentil et va devenir même un défenseur de la Terre au fur et à mesure des différentes suites. Well, there's nuclear tests in the Pacific. Not tests. They were trying to kill it. Je pense que le côté kaiju, il y a justement cette barrière de la crédulité que tu pousses parce qu'il y a ce charme. Il y a ce charme du fake qui fait que ça te pousse à croire, et le fait que tu t'obliges à y croire, je pense que tu as une partie de ton imaginaire qui est beaucoup plus sollicitée que quand c'est extrêmement bien fait. Quand c'est extrêmement bien fait, tu es très passif finalement. All modern weapons fail. Le côté costume de latex est clairement visible, l'acteur qui est dedans n'est pas hyper convaincant non plus, enfin voilà quoi. Mais ça fait limite partie finalement de la diégèse du kaiju, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que même dans un film récent comme celui de Hanno, on sent encore le côté un peu latex derrière, et ça fait limite partie du charme, quoi. C'est-à-dire qu'ils essaient même pas forcément de le faire totalement en 3D, comme peuvent le faire les Américains. Ils essaient de garder un peu ce côté, le mec en costume quand même. Kids relate to monsters because kids feel like monsters themselves. They feel like they're not understood. They feel like they're taken for granted, ill-treated. Quelque part, quand t'es môme, t'es pragmatique. Quand t'es enfant, tu vois un lézard géant qui détruit une ville, et c'est un enfant qui casse
sa chambre, qui casse ses jouets. Et quelque part, le monstre Godzilla, c'est l'enfant qui est en colère et qui casse tout. Point barre. Je pense que c'est avec Godzilla que la métaphore, le monstre comme métaphore de quelque chose, a atteint cette ampleur. Quand tu regardes un Godzilla quand tu as 7-8 ans, le côté nucléaire, tu passes complètement à côté. Well, Godzilla is a metaphor for the H-bomb, and you know, a lot of monsters are metaphors for various other things. And I think Godzilla has taught us a lot over the years. He's gone from a bad guy to a good guy, as they always said. Atomic power was really good for us, but those of us who grew up in the 50s knew better. And a lot of the things we were taught to be afraid of in the 50s, like authority and science, proved out to be pretty accurate. I think monster movies and all speculative fiction reflect the time when they were made. For instance, when I was first started making films like that in the 1950s, I did a picture called The Day the World Ended, and was based upon the atomic bomb. So the atomic bomb was new at that time, and people were very concerned. Today, you have new concerns. You don't refer to the atomic bomb anymore. It's still just as deadly, but other things have come up. Radiation from atomic bombs, bioengineering, climate change, and so forth. So those will influence monster movies made today. There is a creature alive today. La première fois que j'ai découvert un monstre au cinéma, c'était en voyant Les Dents de la Mer, qui à l'époque était passé sur France 3, à l'époque la grande époque du carré blanc, et qui pour moi a été un vrai choc parce que ça faisait appel à des peurs, des peurs primales, et ce qui fait qu'il y a une sorte de traumatisme. Maintenant, quand je me baignais, j'ai toujours ces images du monstre que l'on ne voit pas. It is as if God created the devil and gave him Jaws. Spielberg va, avec ce film, perpétuer et amplifier ce qu'avait préfiguré Roger Corman. Il va prendre une série B et il va tenter de faire un film qui est l'audience d'une série A. We were acutely embarrassed about it being a Jaws ripoff, and it had been like several years from Jaws, and there was another Jaws movie about to come out, Jaws 2, which was an expensive movie. And so we decided immediately to let the audience know that yes, we know it's a ripoff, and you know it's a ripoff, and let's just both admit it's a ripoff. We had a character playing a Jaws video game under the credits, and it was like, okay, now we can just enjoy the movie. With razor teeth, they can strip a man to the bone in a frozen instant of terror. Piranha. Comment dire, j'avais vraiment envie, en tant que spectateur d'abord envie de voir ce film-là. J'avais envie de voir une comédie d'horreur avec une critique de l'Amérique. J'avais envie de voir un Gremlins, Mars Attack ultra gore. Et je me suis dit, j'ai pas 30 ans. Si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Les piranhas deviennent intéressants parce que finalement, cette jeunesse américaine de Spring Break est tellement abjecte qu'on en arrive à vouloir être du côté des piranhas et à tous les bouffer. Sam? Something bit me. Sam, what are you seeing down there? Oh my God. Sam! Moi, j'ai toujours eu cette fascination, répulsion pour l'Amérique. C'est-à-dire que j'adore l'Amérique, j'adore la culture américaine, et en même temps, je la trouve abjecte. Il y a une sorte de contradiction qui me fascine. Le Spring Break est, je pense, l'illustration la plus criante de ce qu'est l'Amérique dans sa vacuité, dans la culture de l'image au détriment du fond. De voir ces milliers de jeunes qui font semblant de s'amuser, mais qui ne s'amusent pas vraiment, qui font semblant d'avoir des relations sexuelles, mais qui ne les ont pas, qui n'accouchent que sur des frustrations, sur du malaise. Cette critique politique, cette critique de l'Amérique, de l'insouciance de cette Amérique, et finalement cette vengeance des piranhas, où presque pour la première fois, on se retrouve du côté des piranhas. It was a shark, the big one with tentacles, maybe.
I try to come up with new and original monsters, and I try to take different interpretations. For instance, I made a picture called Sharktopus for the Sci-Fi Channel, which was half shark, half octopus. And the theme was, because I'm very concerned about global warming, was that this creature was a prehistoric creature frozen in the Arctic ice pack. And with global warming, the ice melted. The creature came back to life and terrorized people. So I got a little thought of global warming and what's going on into a monster movie. Also, I always try to put a little bit of humor in a monster movie. It's not a genre you want to take too seriously. Against cruelty to animals. Les monstres, ça a toujours été quelque chose de passionnant. Monstres de toutes formes, qu'on leur mette des antennes, des ventouses. À travers le cinéma, il y a toujours eu des monstres. Et je crois que ça participe au fantasme, aux peurs de l'être humain. Les cinéastes l'ont bien compris. Ici, nous, on adore trouver toutes sortes de monstres. Même ça, c'est une sorte de monstre, parce que on va dire qu'heureusement, il y a eu une météorite qui nous a sauvés de ces monstres. Autrement, peut-être que l'homme ne serait pas là. C'est le prédateur de l'homme, ça. C'était le prédateur de l'homme. On a soit chez Spielberg des monstres qui sont très humains, enfin E.T., pour prendre que lui, c'est une forme de monstre quelque part. C'est un gentil monstre, mais c'est un monstre quand même. Soit des monstres qui sont des forces de la nature. Boy, I hate being right all the time. I'd have to say that my favorite monster moments is probably the raptor scene in the kitchen of Jurassic Park. Is one of the best, the most rewarding I've worked on that involve artificial creatures, monsters, in a storytelling way. My friend Mike Fanella was working on a werewolf picture called The Howling, which divested itself of its director. And he asked me if did I want to come over and do that. And I thought, well, this is probably the only chance I'll ever get to do a werewolf movie, and I really like werewolf movies. And making it into more of a satire of self-help groups and what was going on in the 80s. And it was a very successful picture for a very cheap movie. And it put me, quote, on the map. To the point that I actually was sent a script for Gremlins by Steven Spielberg, who I didn't know knew who I was or that I even existed. He wanted to make a low-budget horror film because that's what I'd been making, and he wanted to make it non-union in Oregon, like the pictures I'd been doing. But it became apparent while we worked on it that it was going to be a little more elaborate than that. If we were going to have all these creatures and they were going to run around, we were going to have to spend some money. I love the work of Joe Dante, who started here, and I saw Del Toro's Pan's Labyrinth, and I thought and other films he's done, and I thought he's brought a whole new and complex layer to the monster film, and they're just sort of bigger, better, more complex, using the technology of today, which was not available when I was making films. Oh, crap. Ce qui est au cœur du cinéma de quelqu'un comme Guillermo del Toro, et qui est assez représentatif justement de ce que peut être le monstre à notre époque, c'est cet amour infini et cette passion pour la figure du monstre. Le problème éventuel que peut contenir une telle approche, c'est que les films vont faire nettement moins peur. Si on essaie de provoquer une empathie totale du spectateur pour le monstre. Mais c'est ça aussi là où on voit la maestria d'un réalisateur et d'un auteur comme Guillermo del Toro, c'est qu'il arrive à faire les deux.
Il arrive à maintenir le potentiel effrayant des figures qu'il représente, tout en nous faisant prendre fait et cause pour eux. Ce qui est fascinant, c'est cet amour réel de la monstruosité, de ce qui est... que finalement, la beauté, qu'elle soit morale ou esthétique, hein, mais de la beauté qui peut se cacher dans la monstruosité. C'est ça, c'est le chantre de la célébration de la monstruosité del Toro. The Thing, c'est le premier film de monstre de Carpenter qui a à l'esprit, mais en même temps, c'est pas un monstre qui a une forme particulière. The Thing, alors, qui est sans doute un des plus grands films d'horreur de tous les temps. Hein. C'est, malgré le fait qu'il était haï, détesté, et que c'est, à l'époque de sa sortie, et que ça a été un échec cinglant qui a changé la carrière de son réalisateur. Et c'est un film qui nous dépeint un monstre formidable, parce que c'est un monstre qu'on n'arrive pas à décrire. I had talked to Rob Bottin, who, of course, designed and built them. And he and I decided that we wanted to see the creature, but still keep it not too graphic, not too brightly lit. That will light one sort of texture here, a little bit over here, keep this area dark so that the shapes of the thing were controlled. It was an upsetting movie to a lot of people for a lot of reasons. That the fact that the creature was so explicitly shown violated the Hollywood rule that you never show the monster. You keep him in shadows. That's an old cliche, but that's what they wanted me to do. And I decided that more is more. Here, take a look at this. You see, what we're talking about here is an organism that imitates other life forms. When this thing attacked our dogs, it tried to digest them, absorb them. Rob Bottin, le génie des effets spéciaux qu'il a conçu, c'était son but, c'était d'arriver à représenter un monstre dont, en gros, on dirait, si on essayait de le décrire, il est constitué de machins qui sortent de bidules, comme des fleurs avec un sexe qui sort, mais avec des têtes d'animaux, des poils, des tentacules. C'est un bordel surréaliste totalement indescriptible et donc inédit à l'écran. Hein, on n'avait jamais vu ça. It depends on the story. The monster should fit the story. In The Thing, the monster was ferocious. So that's a different way of treating him. In Big Trouble in Little China, he's funny. The monsters are funny. The eyeball that comes down the hallway, the guy that blows up big, Thunder. They're more humorous, so you treat them differently. I would be happy and my curse would be lifted. Go off and rule the universe from beyond the grave. The monster's just the other. The creature in us, the beast. Il reprend un classique du film de science-fiction des années 50, Carpenter, avec The Thing, qui est donc la chose d'un autre monde, hein, de Christian Levy et Howard Hawks. Et le film dont s'inspirait John Carpenter, La chose d'un autre monde, c'était des films qui étaient directement implantés, qui avaient les deux pieds bien ancrés dans leur époque, des années 50, le cinéma de science-fiction parano, la menace rouge, la menace soviétique, tout ça, et où effectivement il y avait cette idée que les espions soviétiques pouvaient être cachés parmi nous, que le diable était peut-être parmi nous, le diable rouge. Il s'est éloigné de ce contexte géopolitique pour accéder à quelque chose de finalement, je pense, beaucoup plus inquiétant, parce que qui ne dépend pas d'une actualité géopolitique, mais qui dépend, on va dire, de la nature ontologique de l'être humain, quoi. A lot of people have wondered about why The Thing wasn't a bigger success. When it came out, people had a choice. They could go see the bad alien in The Thing, or they could go see the good alien in E.T. And I think a lot of people said, oh, let's go see the good alien. C'est un film très noir, c'est un film très pessimiste sur l'être humain, c'est un film très parano. Il ne pouvait pas marcher, le film, dans ce contexte-là. It's about the end of the world. It's not a happy movie.
It's bleak. There's no hope for these people. So. C'est un monstre qui incarne pleinement le doute et la dualité qui habite l'être humain moderne, quoi. Parce que finalement, le gars que tu regardes dans la glace le matin, il se peut très bien que quelques heures après, ça ne soit plus toi. Qu'il apparaisse aux autres tel que tu es, mais que ce ne soit plus toi à l'intérieur. Moi, j'ai été bercé, si on peut dire, par le monde d'Alien. J'ai eu la chance de fréquenter Giger, de parler avec lui et de voir toutes ses préparations, ses dessins. Et j'avoue que Alien me passionne et c'est bien pour ça qu'au musée, quand on allait dans les studios ADI à Los Angeles et qu'on voyait la reine Alien qui avait disparu du showroom des studios, pour être après mise dans les sous-sols. Et pourquoi dans les sous-sols? Parce qu'elle est trop vieille, parce qu'elle s'abîme, et parce que le latex se désagrège, et parce qu'on récupère petit à petit le métal, parce qu'on fait d'autres animatroniques. Et là, on était très malheureux. Donc on a dit, est-ce que ça serait pas valable de sauver cette reine Alien, quoi? Pour moi, c'est ça mon idole, quoi. C'est Alien. Vous savez, elle est autant célèbre que Marilyn Monroe, les Beatles sur la planète entière. Et peut-être même plus, parce que dans tous les pays du monde, de l'Inde à la Chine, tout le monde connaît l'abominable reine Alien. C'est un film qui est très travaillé au niveau du production design, au niveau de la photo, tout ce qui est de l'ordre de la conception artistique. C'est un film d'une richesse infinie et c'est une date dans l'histoire du cinéma à ce niveau-là. L'alien, en fait, représente le profit industriel. Eux, ils sont envoyés sur cette planète, ils pensent que c'est une petite balade philanthropique qu'ils vont faire. Mais pas du tout. Ils y vont pour des intérêts commerciaux industriels. Et l'alien n'est que l'industrie qui dévore ses ouvriers, en quelque sorte, et qui va détruire les ouvriers de l'intérieur. Et le Nostromo n'est qu'une usine qui va sacrifier ses ouvriers à des profits industriels. Donc oui, le monstre créé par Giger, cette tête phallique, ces organes multiples qui sortent de partout. Au début, la première fois qu'on voit Alien, on ne sait pas trop à quoi il ressemble, comme il est souvent tapis dans l'ombre. Et au fur et à mesure du film, on découvre de plus en plus. Et c'est vraiment une créature originale et remarquable pour son époque. Le monstre qui fait peur, il est souvent tiré des insectes. Un alien, par son principe de reproduction et tout, c'est un truc qui nous rappelle inconsciemment qu'on a une vie grouillante en nous, mais c'est pas un truc qu'on aime imaginer, ça. C'est assez marrant parce qu'un monstre ou un alien ou quelque chose d'extraordinaire, on ne pourra pas, nous autres humains, le créer différemment que ce que nous avons déjà dans notre conscience. On vous dit créer un monstre, ben, subitement vous allez mettre que des choses connues. Vous pensez à un insecte, vous mettez des antennes, vous pensez au poulpe, vous mettez des tentacules. C'est vrai qu'on ne sort pas de cette chose-là. L'instinct de survie, le côté organisme parfait, prêt à tout pour justement se reproduire et continuer à exister. C'est un dégoût qui est organique. Mais je crois que c'est un truc par-delà la symbolique, c'est un truc juste ultra cringe, je crois, qui nous fait tous frémir d'horreur. Bon, après, je parle même pas du côté version cauchemardesque d'un accouchement qui leur sert à se reproduire, mais ouais, je pense qu'il y a tout ça dans Alien. Il y a un côté sexuel très dégénéré et ils ont un côté fatal à tout point de vue. C'est-à-dire que même ceux qui les font saigner se prennent leur sang, c'est de l'acide. C'est quand même très très chiant, quoi. Et Alien, c'est le scénario de Cameron pour Rambo 2. C'est la même structure. Tu regardes Rambo 2 de Cosmatos, tu regardes Aliens, c'est la même structure. Trauma de guerre, le mec il repart sur le champ de bataille et il y a une meuf. Voilà, c'est un mec, donc il y a une histoire d'amour avec la fille.
Et qu'est-ce qui se passe? Il repart chercher ses collègues à la fin et il s'enfuit. Et c'est pas Bishop, mais c'est Viet Cong qui le canarde. Et les deux films sont très réganiens de l'époque. Il y a quelque chose de l'industriel qui lui en renvoie ses troupes pour du profit. Donc ils repartent sur LV-426 pour voir si la colonie a marché. Donc qui dit colonie dit forcément guerre. C'est ce qui s'est passé au Vietnam, mais c'est un film post-Vietnam, Aliens. Le chestbuster qui sort du corps de John Hurt dans Alien, c'est ça, quoi. Il y a la monstruosité se tapit en nous, mais alors là, en nous, au sens vraiment anatomique du terme, à l'intérieur de nous-mêmes, de nos viscères, et elle peut surgir à tout moment, ou elle peut vous transformer en monstre. Alors évidemment, ça peut être un extraterrestre à la base, une race extraterrestre inconnue, ça peut être une manipulation génétique. Donc là, le film d'horreur va travailler la thématique des chairs tourmentées, de l'horreur qui surgit du plus profond de nous-mêmes. C'est lié aussi aux découvertes médicales, c'est lié au développement, je pense, de maladies comme le cancer, comme le sida. L'être humain est connecté à tout un appareillage de connaissances médicales. Plus il devient hypocondriaque, plus il a peur justement de contenir en lui-même sa propre finition, quoi. Je me souviens, je l'avais vu quand j'étais assez jeune, mais pas en entier. J'avais vu jusqu'au passage où il fait le bras de fer avec le mec et lui arrache le bras parce qu'il a cette force de mouche avec le liquide blanc qui coule. Le fleuron de ce sous-genre du film d'horreur qui est l'horreur anatomique, on va dire, dans les années 80, c'est déjà qu'il était très porté sur la chose, David Cronenberg, mais c'est le film de Cronenberg, La Mouche, qui explore toutes ces thématiques, justement, où l'être humain, en cherchant à se perfectionner, finit par s'autodétruire. Bon, c'est très prométhéen comme thème, mais en même temps, c'est rendu très graphique, très viscéral, par le traitement totalement frontal du monstre qui est dépeint dans le film. Encore aujourd'hui, si je le vois, vraiment, je suis très très mal à l'aise. Le travail sur la chair, sur l'évolution quasi clinique et scientifique du mec qui se documente lui-même, quand il fait son petit musée de lui-même, juste avec ses parties du corps qui tombent, il fait ses... À partir des années 70, donc, le film d'horreur, le film fantastique va se radicaliser peu à peu, devenir de plus en plus violent. Le premier film le plus important de cette époque-là, c'est Massacre à la tronçonneuse. Massacre à la tronçonneuse, c'est un film qui nous montre finalement, désormais le monde est connu, le monde entier est connu, on peut aller partout, dans l'espace, au fond des océans, tout ça. Et finalement, on découvre qu'il y a une terra incognita au sein même de notre civilisation, dans les campagnes les plus reculées, en l'occurrence là, le Texas, dans Massacre à la tronçonneuse, mais que les monstres sont là. C'est les monstres qui sont là, tapis au sein même de notre civilisation. Et ça va être une thématique très importante du cinéma d'horreur moderne. Leatherface, ça va devenir une figure majeure du bestiaire, du film de monstre. Leatherface, c'est avant tout un débile mental, en fait. C'est pas... Et des fois, il est effrayé par ses propres victimes. Enfin, c'est un rapport qui, du coup, est d'autant plus dérangeant parce que c'est quelque chose qui nous fait peur. Et en fait, c'est presque quelque chose qui, avec une relation normale, n'aurait pas dû exister, en fait. C'est un film qui va marquer ses contemporains et donner une tournure au cinéma d'horreur de plus en plus extrême. Texas Chainsaw Massacre. Wes, qui avait été très impressionné par Haute Tension, nous a posé cette question, nous a dit « Est-ce que vous connaissez La Colline des Yeux ?» Alors, évidemment, La Colline des Yeux, on connaissait extrêmement bien, même si pour nous, la référence de Wes Craven, c'était La Dernière Maison sur la gauche, qui avait été une des grandes sources d'inspiration d'Haute Tension. On réfléchit, on regarde les films, on se creuse la tête, et on se rend compte que notre délivrance, notre chien de paille, c'est La Colline des Yeux. The hills have eyes. La dimension politique,
elle était présente dès les premiers jours. On a commencé à faire un peu un brainstorming sur quelle allait être l'histoire. D'anciens mineurs qui ont refusé de quitter leur village et qui se sont pris tous les essais nucléaires, les 400 et quelques essais nucléaires dans la gueule, qui a engendré des mutations terribles chez eux. Ça a évidemment amené la dimension de cette famille américaine se retrouve confrontée à ce qu'ils ont créé. Et la dimension politique a pris une ampleur très très forte avec la scène de Big Brain, de l'hymne national, le drapeau américain qui permet de tuer à la fin. Il y a énormément de références, cette ville test où tout se passe à la fin. Bon, il y a plein comme ça de mises en abîme politiques sur la société américaine. Je pense que les mutants des collines ne sont intéressants que parce qu'ils sont des victimes. Halloween night. A small American town. Avec Halloween, John Carpenter, il va véritablement donner ses lettres de noblesse au film de Psycho Killer. He was someone different from most of the directors that I had worked with. He was interested in using the camera to tell the story. Là, donc, on n'est plus paumé au milieu de la campagne comme dans Massacre à tronçonneuse. On est dans des petits faubourgs, des petites banlieues peinardes, résidentielles des États-Unis. Et l'horreur surgit là aussi. Halloween was very sort of new for the time. Nobody had made horror films like that. This was a new take. Just like Psycho was really sort of a new take on suspense. C'est un véritable chef-d'œuvre, Halloween. Il a matérialisé cette angoisse des banlieues pavillonnaires américaines, où le fait qu'il ne se passe rien est un problème, en fait. Michael Myers, c'est un monstre. Concrètement, c'est pas un tueur en série. C'est le croque-mitaine. C'est-à-dire, il marche, il est instoppable. Il n'y a pas une explication de série Z à la Jason, du style « en fait, il est mort, c'est à moitié un zombie et c'est pour ça qu'on ne peut pas le tuer ». Là, non, c'est juste l'incarnation, pour le coup, de la mort qui avance vers toi et qui s'arrêtera pas, en fait, jamais. C'est une émanation de l'Amérique puritaine, les croque-mitaines du cinéma d'horreur des années 80, parce qu'il vient tuer des jeunes qui se roulent dans le stupre ou la drogue. Si tu regardes bien, il a même pas l'air méchant. C'est juste un robot qui marche, en fait, dans toutes ces scènes, et c'est ça qui fonctionne. Il est déshumanisé. C'est véritablement Carpenter qui va poser les bases de ce genre, les codes, qui va poser les codes du film de Boogeyman, du film de croque-mitaine, qui va connaître un succès démentiel à travers tous les années 80, avec des personnages comme Freddy Krueger, comme Jason Voorhees dans les Vendredi 13, et tous ces tueurs qui reviennent de manière infatigable. Il n'y a qu'à regarder les autres qui ont été engendrés, c'est-à-dire les tueurs couteau masque, il n'y en a absolument aucun qui lui arrive à la cheville. Le monstre n'est aussi terrible et terrifiant que s'il a une part de nous-mêmes à l'intérieur. C'est-à-dire que pour moi, Freddy Krueger n'est intéressant en termes de monstre, s'il se qualifie en termes de monstre, que parce qu'il est cette dérive de l'humain dans son extrême le plus sordide. C'est vrai que l'idée, c'était de faire un film qui allait te tenir en haleine du début à la fin, en gardant un suspense tendu, justement une tension permanente, et avec une sorte de faire un film qui allait t'épuiser. C'était un petit peu l'idée de ce truc-là. Et il n'y avait pas eu de film comme ça depuis très longtemps, parce que justement, les années 90 étaient bercées d'une sorte d'ironie sur le cinéma d'horreur qui faisait que on désamorçait toujours la peur par une bonne blague ou par une sorte de référence pour montrer que c'était pas si terrifiant que ça finalement. Dans Haute Tension, pour moi, là où c'est intéressant et où là, pour le coup, le twist devient intéressant, c'est que son monstre, c'est un cliché. Du coup, ça piège le spectateur dans un truc où, en fait, tout l'affect et toute l'empathie que tu avais pour le personnage de Cécile de France disparaît. Et dans le même temps, tu comprends qu'en fait, c'est par amour qu'elle a fait toutes ces horreurs. Justement, j'ai l'impression que c'est ce twist-là qui a fait que le film est devenu quelque chose d'un peu plus presque romantique. Encore une fois,
ce qu'il n'était pas avec le twist tel qu'il était designé au départ. Can't you stop him without you? I can't stop him. But you do, don't you? My take of a monster is that in order to make it interesting, you have to understand emotionally where the monster is coming from. In the end of Maniac Cop 2, it was about the monster avenging the people who had attacked him in prison to seek retribution against the bureaucrats who had caused him to be thrown into prison. And without that sense of empathy, you don't really have an interesting monster. That's got to be there. Same thing with Joe Spinell. Joe Spinell you saw as a tragic, abused child who's grown up. Il y a une identification possible quand on fait Maniac et qu'on décide d'être en point de vue, d'être enfermé dans la tête de ce type-là. L'expérience, le challenge de l'expérience, c'est de dire je vais faire un film où les gens vont pas s'empêcher de pouvoir se sentir un peu désolés et avoir un peu de compassion pour ce pauvre Elijah Wood, alors que le mec, il scalpe des gonzesses et qu'il les tue les unes après les autres d'une manière atroce. Et pourtant, il y a une sorte de... Il fait de la peine, quoi. Il y a un côté très humain, justement. Et c'est ça qui m'intéresse dans le monstre. Fricks, qui en français s'appelle La Monstrueuse Parade. À l'époque, ça s'est fait censurer de partout. Je crois même qu'en Angleterre, ils ont attendu genre dans les 10 ou 20 ans avant de le diffuser, parce que les Anglais sont beaucoup plus fermes que nous en termes de censure, parce qu'ils pensaient simplement que visuellement, ça allait traumatiser des spectateurs de voir des héros d'un film qui soient tous difformes. Tout l'enjeu du film, c'est de dire, voilà, certes, ces mecs-là vous font très peur parce qu'il y en a un qui a une sale gueule, l'autre c'est un nain, l'autre il lui manque bras et jambes, etc. etc. Mais à l'arrivée, c'est évidemment pas eux les pires. Et d'ailleurs, ce truc qui s'était fait censurer de partout est maintenant considéré comme un classique. Ça personnifie un petit peu toutes les menaces et toutes les peurs qui saisissent une société. Là, on a un film qui est sorti qui s'appelle Grave, qui reprend aussi une figure monstrueuse qui est celle du cannibale. On n'est pas obligé non plus d'avoir des grands mouvements de société pour parler du monstre et de la monstruosité. On peut très bien aussi parler d'une adolescente qui devient femme et qui se découvre, et comment elle vit ça dans son corps, dans son esprit, de manière intérieure et extérieure. On ne retrouve pas forcément les clichés de la final girl, du cannibale monstrueux qui vit dans une tanière, qui met des peaux humaines. On est vraiment dans quelque chose de plus subtil. C'est un monstre, mais est-ce que finalement, à cet âge-là, quand on grandit, quand on se découvre, quand on est un peu, on ne sait pas trop quoi faire de son corps, on n'est pas tous un peu des monstres aussi, on ne se sent pas comme ça. Je pense que le film aborde ça et de manière assez forte. On a ce personnage effectivement du monstre social, c'est-à-dire de celui qui s'exclut de la communauté des hommes par le caractère impardonnable de ce qu'il commet, quoi. It's always the same, and it's always different. Ain't that right? Sure, it's good to talk to you, Henry. You're not judgmental or anything like that. Henry, portrait d'un serial killer, de John McNaughton, qui est un précurseur et qui nous donne à voir le quotidien dans ce que ça peut avoir de plus trivial et voire même de plus anecdotique de quelqu'un qui est un boucher, quoi, qui commet des actes horribles, impardonnables, mais on voit quand même les relations humaines qu'il peut avoir avec la femme qu'il aime, notamment avec ses amis, tout ça. Et c'est un film qui est très choquant, qui n'est pas d'une violence graphique insoutenable, mais qui est insoutenable par le fait de nous faire passer 1h30 avec ce personnage en nous le rendant le plus proche possible. Le silence des agneaux, Seven, avec les personnages donc d'Hannibal Lecter ou John Doe.
où là, on nous les dépeint comme des génies du crime, des masterminds, quoi, des gars dont l'intelligence dépasse largement celle du commun des mortels. Ce qu'amènent des films comme Seven et a fortiori Zodiac, c'est comment en fait le serial killer et donc le monstre qui rôde dans la ville, dans le quotidien, et finalement comme vous et moi, et peut se cacher dans le quotidien sans être reconnu. Et surtout à la fin du film, c'est qu'on l'attrape pas. Ça, c'est la grande peur de Zodiac, c'est que c'est un film extrêmement sérieux et extrêmement grave, parce que on finit sur la notion qu'on a beau savoir qui c'est, mais même dans la mort, on n'arrivera pas à l'attraper en fait. La première chose que j'ai fait quand j'ai réuni les acteurs sur The Divide, c'est de leur montrer Salo de Pasolini, et en leur disant voilà, vous allez être enfermés dans le bunker, et je voudrais que le film il ait cette approche un peu à la Salo de Pasolini où on va rentrer petit à petit dans l'horreur humaine, en fait, la monstruosité humaine et jusqu'où la monstruosité humaine peut nous pousser. On se parlait de l'évolution physique des personnages. Comme on était sur de l'humain, on parlait plutôt de monstres idéologiques comme les nazis ou les fascistes. L'idée, c'était de montrer comment physiquement l'humain peut se transformer en monstre. Le prétexte, c'est les radiations, et les radiations qui les pourrissent un peu de l'intérieur. Donc ils ont fait un régime spécifique et ils se sont transformés physiquement au fur et à mesure du tournage. Mais l'idée, c'était vraiment de montrer comment l'homme transforme le monstre qu'il est à l'intérieur et comment le laisser transparaître physiquement, comment montrer la mutation de ses corps. Et plus ils deviennent méchants, agressifs, et plus ils perdent la raison, plus leur corps décrépissent, s'amincissent, ils perdent leurs cheveux, ils deviennent de plus en plus crades en fait. Because I think at the end of the day, we often think of ourselves as the monsters. We could be persecuted, we could be deluded, we could be frenzied, out of control, and therefore trapped in our bodies to kill. What would that be like? Je pense qu'il faudrait que l'homme accepte sa monstruosité intérieure pour ne pas devenir le monstre de quelqu'un d'autre. On est tous le monstre de quelqu'un d'autre. Ce qu'il y a de mieux dans le monstre, c'est qu'il arrive par son identité même, par son comportement, par ce qu'il est, il arrive à nous donner une idée de ce que nous sommes, nous, en tant qu'êtres humains, quoi. Chaque fois, il y a une sorte d'humanité dans le monstre, et c'est ça qui rend le monstre terrifiant. Le monstre qui n'a pas d'humanité, le monstre qui ne fait que être un monstre, ne fait jamais vraiment peur. Les monstres qui font le plus peur, les monstres les plus radicaux sont toujours les plus humains. La peur du monstre te fait exister aussi et te fait passer à l'âge adulte. Et pour ça, je conclurai sur Monstres et compagnie de Pixar, qui est pour moi le parfait film de monstre, parce qu'il parle du monstre tel qu'il est en figure enfantine et qui va te dire exactement comment appréhender des monstres. Et soit t'es enfant, tu en as peur, et plus tu mûris, plus tu comprends quel est le but du monstre et qui n'est pas forcément là pour te faire peur, mais te faire grandir en quelque sorte. Une fois que tu es adulte, à quoi te confrontes-tu et quel type de monstre tu te confrontes? C'est plutôt des monstres industriels comme dans Alien ou des monstres écologiques comme King Kong ou Godzilla. There are always going to be monsters as long as there's guys with liquid latex and people who like to wear masks. I think for the foreseeable future anyway, let's say for the next 1,000 years, people will still be afraid of monsters. I love everybody to wake up and value life, as it's precious. But people live their lives and bless them.